OpenAI renforce son arsenal cyber. Les agences de renseignement préviennent que les cyberattaques alimentées par l'IA arrivent plus vite que prévu. SpaceX devient une puissance des infrastructures IA et Meta lance ses propres lunettes intelligentes. Bienvenue dans votre briefing quotidien Jamgamine Intelligence du 23 juin 2026. Je suis Étienne Noumen, ingénieur logiciel senior et fondateur à Jamgamind, basé au Canada. Aujourd'hui, nous assistons à l'accélération de tout. Les cyberattaques, les défenses, les modèles, les infrastructures et même la course au calcul quantique. L'intelligence artificielle ne progresse plus à l'échelle humaine, elle progresse à l'échelle des machines. Décortiquons ensemble les signaux qui façonnent l'avenir. Imagine un instant une forteresse médiévale. Pour la défendre, on construit des murs immenses, on creuse des douves impossibles à franchir, on installe des ponts-levis, des gardes sur les remparts. Ouais, le truc bien classique, on voit l'ennemi arriver de loin. Exactement. C'est lent, c'est hyper méthodique. Et pendant super longtemps, notre approche de la cybersécurité ressemblait exactement à ça. Des pare-feux en guise de murs, des équipes d'analystes humains en guise de garde. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de forteresse. Non, c'est clair. Parce que la réalité de ce 23 juin 2026, c'est que les murs, ils s'effondrent pas. En fait, ils sont juste ignorés à une vitesse que notre cerveau biologique peut même plus concevoir. C'est le grand basculement, quoi. La métaphore de la forteresse est officiellement morte et enterrée. On est entré dans l'ère des attaques à la vitesse des machines, les assauts, les défenses, tout ça, ça se négocie en millisecondes. Bien loin de la supervision humaine. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On plonge au cœur de cette éclipse cybernétique et de la course vers les réseaux informatiques souverains. Mais juste avant de commencer, un petit rappel formel. Cette intelligence stratégique est recherchée et produite par Étienne Nouman, ingénieur senior et fondateur de Geoga Minds, basé au Canada. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, pensez à aimer et à vous abonner à Geoga Mind sur Apple pour soutenir une veille informationnelle vraiment indépendante. Ouais, c'est super important. Donc aujourd'hui, on a des rapports des services de renseignement qui hurlent à l'alerte rouge, des flux de capitaux massifs dans l'infrastructure physique, des décrets gouvernementaux sur le quantique. Le vrai fil rouge de tout ça, le temps s'est compressé. On parle plus en années, on parle en mois. Et cette compression du temps, elle vient d'être officialisée de la manière la plus brutale possible. L'Alliance Five Eyes, donc les agences de renseignement des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, vient de lâcher une bombe, littéralement. Ah oui, j'ai lu leur déclaration, c'est pas leur ton habituel du tout. Non, vraiment pas. Ils avertissent publiquement que des modèles d'IA capables de démanteler complètement les défenses institutionnelles actuelles sont à quelques mois seulement de leur déploiement actif. À quelques mois. C'est ça qui me frappe. D'habitude, les agences de renseignement utilisent un langage hyper feutré, genre on observe des risques émergents pour la prochaine décennie. Là, c'est une putain d'alarme incendie. Mais concrètement, quand ils parlent d'une attaque à la vitesse des machines, ça se matérialise comment sur le terrain? Imagine le processus classique. Une faille est découverte, un hacker passe, des jours à écrire un script, il lance l'attaque. Et côté défense, t'as une équipe humaine qui analyse les logs, comprend le problème et déploie un patch le lendemain. Ouais, le cycle normal, quoi. Ça c'est terminé. Aujourd'hui, un modèle offensif scanne le web, trouve une vulnérabilité logicielle, génère un code d'exploitation inédit, le teste en interne et infecte simultanément, genre 10 000 serveurs à travers le monde, Et tout ça? en 4 secondes. 4 secondes? Waouh! Le temps qu'un analyste humain lise la première ligne d'alerte sur son écran, le réseau entier est déjà compromis, tu vois. Eric Avakian de Infotech Research Group l'a dit super clairement, les contrôles à l'échelle humaine sont devenus une vulnérabilité en soi. Donc le simple fait d'avoir un humain dans la boucle de décision, c'est devenu une faiblesse fatale. C'est quand même effrayant. Et du coup, c'est pour ça qu'on entend parler de ce pivot immédiat vers une gestion automatisée des correctifs et une architecture Zero Trust mature. Exactement. Le Zero Trust, c'est l'abandon total du concept de forteresse. On fait plus confiance à personne, même si le gars est déjà à l'intérieur du réseau. Et l'industrie technologique est bien obligée de réagir, avec une vraie offensive défensive. Prenons OpenAI, ils viennent de sortir leur cadre Debrex, et surtout une version hyper spécifique de leur modèle, le JPT 5.5 Cyber. Ouais, c'est un modèle super permissif, réservé uniquement aux défenseurs vérifiés. Et les chiffres sont dingues. Ce modèle vient d'atteindre un score de 85,6% sur le benchmark de vulnérabilité CyberGym. Attends, 85%. L'ancienne version était à combien? 81,8%. Donc c'est un saut massif.
Ok, d'accord. Mais je veux bien qu'on s'emballe sur des chiffres, mais est-ce qu'un score obtenu dans un environnement stérile comme le Cyber Gym, ça veut vraiment dire quelque chose face au chaos d'un vrai réseau d'entreprises? C'est une bonne question, mais en fait, le Cyber Gym, c'est pas juste cocher des cases. L'agent IA est lâché dans un système, il doit trouver une faille logique, confirmer qu'elle est exploitable, puis écrire le patch et le tester lui-même pour voir si ça casse pas tout le système. C'est de l'autonomie pure en situation de crise. D'ailleurs, avec leur initiative Patch the Planet, OpenAI s'associe avec Trail of Bits, HackerOne et Caliph pour sécuriser d'un coup toutes les bases de code open source. C'est fou parce que continuer avec des correctifs manuels aujourd'hui, c'est littéralement comme essayer d'arrêter une inondation avec des petits sacs de sable pendant que l'adversaire contrôle la météo. C'est une super métaphore, c'est exactement ça. Mais il y a un truc qui me chiffonne. Est-ce que les outils défensifs d'OpenAI peuvent mathématiquement devancer les capacités offensives de modèles comme Fable 5 et Mythos 5 d'Anthropic, tu sais, ceux qui ont été récemment muselés par le gouvernement américain? C'est toute la question et c'est pour ça que l'infrastructure doit changer radicalement. D'ailleurs, quand les agences de renseignement occidentales avertissent que des attaques automatisées à la vitesse des machines sont à quelques mois de démanteler les défenses des réseaux, sans remettre à des correctifs manuels ou à des couches de sécurité fragmentées, constitue une vulnérabilité institutionnelle absolue. Il est impératif de disposer d'un environnement d'intelligence d'entreprise blindé et orchestré Tout à fait. et imposer une conformité absolue dans des écosystèmes multimodèles. Vous pouvez verrouiller les infrastructures technologiques internes via le lien dans les notes de cette analyse. Et c'est crucial parce que pour faire tourner ces modèles de guerre cybernétique, qu'ils soient offensifs ou défensifs, il faut du matériel. La puissance de calcul brute, c'est devenu la ressource géopolitique primordiale. Oui, le logiciel a besoin de métal, quoi qu'il arrive. Et quand on regarde les flux de capitaux dans le matériel en ce moment, c'est vertigineux. Prenons SpaceX. Elon Musk est en train de transformer son superordinateur Colossus en une gigantesque grille de location souveraine. Ouais, il vient de signer un contrat de 6,3 milliards de dollars avec Reflexion AI, une start-up qui bosse pour le gouvernement. 6 milliards. Et le pire, c'est que c'est presque une broutille comparé aux autres. On parle d'Anthropic qui lâche 1,25 milliard par mois en location. Google est à 920 millions. Et Cursor vient d'être acquis pour 60 milliards. Musk capitalise à fond sur la pénurie mondiale de matériel, plutôt que sur la performance pure de son propre modèle Grok. Bah oui, il s'en fout d'avoir le meilleur algorithme s'il possède l'usine qui fait tourner tous les autres, tu vois. Et l'écosystème physique explose. Bessienten vient d'atteindre une valorisation de 13 milliards de dollars pour gérer plus d'1 milliard d'appels d'inférence par jour. 1 milliard par jour, c'est délirant. Et tout ce calcul, ça crée un problème très basique. La chaleur. J'ai vu cette nouvelle norme de serveurs Rubin de Nvidia avec leur refroidissement 100% liquide. Ouais, c'est génial. Mais il y a un truc que je capte pas. Ils disent que le liquide circule à la température d'un jacuzzi, genre 40 degrés Celsius. Comment tu peux refroidir un serveur avec de l'eau chaude? C'est complètement absurde. Ça paraît contre-intuitif, c'est clair. Mais en fait, c'est de la thermodynamique de base. Avant, on utilisait des mégawatts d'énergie pour refroidir l'eau à 10 degrés avec des compresseurs géants. Avec l'architecture Rubin, la puce tourne beaucoup plus chaud. Donc, on envoie de l'eau à 40 degrés, elle absorbe la chaleur de la puce, elle monte à 70 degrés, et après, on la fait juste passer sur le toit du bâtiment. Ah, et l'air ambiant suffit à la refroidir? Exactement. Zéro compresseur, zéro dépense énergétique massive pour le froid. C'est brillant. Ok, je comprends mieux. Et du coup, le contrôle de ces data centers, c'est ça la vraie souveraineté aujourd'hui. Mais il y a un hic, les embargos américains sur ces fameux GPU. Comment la Chine réagit face à ça? Ils ont complètement contourné le problème avec leur superordinateur Line Shine. Ils viennent de reprendre la couronne mondiale aux Américains à El Capitan avec 2,198 exaflops de puissance. Et ça, sans utiliser la moindre puce américaine, on est d'accord. Zéro GPU américain. Ils ont conçu un processeur personnalisé de 304 cœurs. Au total, la machine a 13,79 millions de cœurs, avec une efficacité de 52,07 gigaflops par watt. Les sanctions, en fait, ça les a juste forcés à devenir totalement indépendants. Donc si la force brute matérielle est bloquée, ils créent la leur. Mais il y a une autre approche, plus logicielle, pour esquiver ces contrôles souverains. Je pense à l'entreprise japonaise Sakana AI et leur modèle Fugu. Ah oui, Fugu, c'est un cas d'école. C'est une API d'orchestration multi-agent. Les États-Unis bloquent l'exportation de matériel massif qui a paralysé Anthropic, n'est-ce pas? Sakana a dit « pas de problème, on n'a pas fait un modèle géant ». Ils sous-traitent. Voilà.
Le modèle principal de Fugu délègue des milliers de petites tâches à des micro-modèles invisibles, il vérifie leur travail et il fusionne le tout via une seule API. Ça leur donne des capacités de niveau frontière, proches de Falcon 5, sans avoir besoin du super ordinateur géant que la loi américaine interdit. Approche en essaim, c'est malin. Mais moi, j'ai un gros blocage conceptuel là-dessus, si on se place du point de vue d'une entreprise, dans une architecture où tes requêtes sont éclatées et sous-traitées à une multitude de modèles invisibles. Comment tu maintiens une conformité? S'il y a une feuille de sécurité pondue par l'essaim, comment tu lances un audit si tu sais même pas quel sous-modèle a généré le bout de code? C'est le cauchemar absolu pour la gouvernance. C'est impossible à tracer. C'est d'ailleurs pour ça que des boîtes comme Micron et Anthropic font un partenariat stratégique parallèle. Ils préfèrent co-concevoir l'infrastructure IA et sécuriser physiquement les puces, plutôt que de se fier à des essaims obscurs. C'est rassurant, mais pendant que l'industrie se bat sur le silicium, les États-Unis ouvrent un nouveau front. Le quantique, le président Trump vient de signer 2 degrés coup sur coup. Non. Ouais, et c'est très agressif. Le premier décret mandate la construction d'un ordinateur quantique de recherche fédéral d'ici 2028. C'est demain, quoi. Et c'est accéléré par la nouvelle puce Willow de Google. Et le deuxième décret? Il impose une migration fédérale totale vers la cryptographie post-quantique d'ici 2031. Ils savent que les codes actuels vont être brisés. C'est la menace mathématique ultime. Mais on va encore plus loin que le silicium et les maths. La course à l'informatique souveraine s'étend maintenant à la grammaire biologique. La start-up Radical Numerics, qui est issue de Stanford, vient de lever 50 millions de dollars. Oui, pour leur modèle de langage génomique Omni. C'est fou quand on y pense. Moi, la meilleure analogie que j'ai trouvée, c'est de voir l'ADN humain comme une immense base de code legacy, tu sais, un vieux code hérité, mais sans aucune documentation technique. Et les modèles linguistiques de Radical Numerics agissent comme des compilateurs inversés pour comprendre la syntaxe de la vie. C'est exactement ça. Mais il y a un détail flippant. Le PDG Eric Nguyen a bien précisé leur approche à double volet. Les anciens modèles Evo et Evo2, ceux qui ont créé le premier génome de bactériophages par IA, ils étaient open source. Ok. Mais Omni, lui, reste strictement propriétaire. Pourquoi? À cause des risques de création de cyberarmes biologiques. S'il peut coder la vie, il peut coder un virus mortel sur mesure. Ah ouais. C'est la militarisation de la biologie. Mais pour que toutes ces architectures massives fonctionnent, que ce soit pour le génome, le quantique ou les défenses cyber, elles ont besoin de données réelles, de beaucoup de données. Et c'est là qu'on observe une restructuration totale de la capture de données au niveau des consommateurs. Bah oui, l'IA a besoin de voir le monde physique. Et c'est là que Meta entre en jeu avec le lancement de ces nouvelles lunettes intelligentes indépendantes. Les Adventure, Fury et Starfire, à partir de 299 $, avec Essilor Luxottica en partenaire silencieux. Voilà. Et l'objectif, c'est de résoudre le goulot d'étranglement de la capture de données à la première personne. Ils veulent que les humains deviennent leurs capteurs ambulants. Surtout quand tu vois qu'ils font des designs signés Kylie Jenner pour intégrer ça dans la pop culture. Mais ça touche aussi le milieu du travail et de la création. Google vient d'injecter 75 millions de dollars dans le studio A24 pour des flux de travail en storyboard par IA. Ce qui est super ironique parce que le réalisateur Kane Parsons, qui bosse avec eux, avait qualifié l'IA de, je cite, pourriture culturelle. L'ironie est totale, ouais. Et de l'autre côté, on a Walmart qui achète Vibe.co pour automatiser l'achat d'espaces publicitaires. La main-d'œuvre humaine est mise sur la touche partout. D'ailleurs, le représentant Sam Liccardo propose le Skill Act qui offre des crédits d'impôt de 5 000 $ par employé pour la formation à l'IA. Une tentative désespérée de mettre à niveau la couche humaine de l'économie. C'est une vraie dichotomie. D'un côté, on a des États qui nationalisent l'informatique quantique, qui se préparent à des guerres cybernétiques à la vitesse des machines, et de l'autre, la technologie de capture de données s'immisce dans notre quotidien le plus intime avec des lunettes de soleil d'influenceurs et du cinéma indépendant. C'est le grand écart permanent, en effet. Pour résumer un peu tout ce qu'on vient de voir, on assiste au passage d'une cybersécurité défensive passive à une orchestration automatisée agressive. La puissance de calcul brut s'est transformée en atout géopolitique majeur, de SpaceX en orbite jusqu'à la cryptographie post-quantique. Et le matériel souverain remplace les alliances traditionnelles. Exactement. Et ça m'amène à une réflexion finale, un truc assez provocateur à laisser à ceux qui nous écoutent. Si les menaces cybernétiques opèrent désormais à la vitesse des machines et que les gouvernements délèguent leur défense à des réseaux d'IA souverains, que va-t-il se passer le jour où ces systèmes défensifs, en quelques millisecondes,
commenceront à négocier des traités de non-agression ou des partages d'infrastructures entre eux en contournant purement et simplement la diplomatie humaine. Ouh, l'IA qui fait de la géopolitique dans le dos des présidents. C'est un scénario fascinant et terrifiant. N'est-ce pas? C'est sur cette pensée qu'on va clore cette plongée analytique. Un dernier rappel clinique à notre audience. Soutenez l'intelligence indépendante en vous abonnant au réseau Jamgamine sur Apple. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle analyse. Cela conclut notre briefing forensique quotidien pour le 23 juin 2026. Le signal stratégique du jour est la responsabilité du périmètre. L'avertissement des Five Eyes et l'expansion rapide du project Daybreak d'OpenAI confirment que l'époque où l'on traitait le risque cyber comme un simple exercice de conformité bureaucratique est révolue. Lorsque les cycles offensifs se compriment à la vitesse machine, votre organisation ne peut pas sous-traiter la gestion de ces risques à un éditeur de logiciels externe ou à un fournisseur cloud générique. Vous devez posséder votre capital algorithmique, durcir vos architectures héritées et implémenter des couches de validation automatisées capables de prouver l'efficacité de vos contrôles lors d'un incident réel. La vitesse n'est plus une mesure d'efficacité, c'est le fondement de la survie opérationnelle. Si vous êtes prêt à sécuriser les infrastructures de votre entreprise et à auditer vos flux de production multi-agents, consultez les notes de l'émission pour découvrir notre AI Executive Toolkit. En prime pour notre communauté internationale, des codes de réduction exclusifs pour Google Workspace ainsi que pour mes applications applicatives Premium, AI and Machine Learning Tutor Pro sont disponibles dans les liens ci-dessous. Cet épisode a été sponsorisé par Aria. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Djamga Mind sur Apple Podcast pour toujours profiter d'une écoute garantie sans aucune publicité. Je suis Étienne Noumen. Restez vigilants et continuons à démêler l'avenir.